webinaire Alumni. Voilà, donc comme vous l'entendez, nous allons donc enregistrer ce webinaire qui sera mis en ligne ensuite sur notre site et qui sera accessible aux personnes qui ont rejoint le réseau Alumni for the Planet pour qu'ils puissent profiter en décalé de cette soirée et de tous les témoignages, toutes les richesses qui vont en sortir. Donc, je suis Gwenola Blick. Je suis bénévole dans l'association Alumni for the Planet et avec Caroline, qui est Bonsoir. ici présente, nous sommes très heureuses toutes les deux de vous accueillir et d'accueillir 3 personnes qui vont pouvoir témoigner de leur engagement et de ce qu'elles ont décidé de faire et commencer ou même aller assez loin pour impulser dans leur organisation. Donc, bien entendu, nous allons vous les présenter. Elles auront un temps individuel et collectif pour vous partager leur expérience. Ensuite, nous aurons un petit temps pendant lequel vous pourrez à la fois comprendre et puis vraiment voir de manière logique et rigoureuse pourquoi chacun d'entre nous, où que nous soyons et dans quelque organisation, entreprise que nous soyons, nous avons vraiment, par principe, cette capacité à tous pouvoir faire bouger les choses, à faire évoluer les choses pour prendre plus et mieux en compte tous les enjeux climatiques, environnementaux, avec tous leurs impacts humains et y répondre en fait à travers les stratégies et les business plans des organisations. Caroline, je peux te laisser admettre. Merci. Donc, cette soirée, elle est vraiment là pour vous. Elle est là pour que vous puissiez voir que c'est possible, en fait, d'écouter votre envie profonde, d'oser, de commencer à parler, à vous organiser aussi et proposer des choses constructives, positives, porteuses qui mettent en mouvement ou qui font aller plus loin une organisation et notamment, en l'occurrence, celle dans laquelle vous êtes ou les organisations que vous accompagnez pour ceux d'entre vous qui éventuellement accompagner des organisations dans leur évolution. Que vous dire d'autre sur cette soirée que ça va être un bon moment que nous allons passer ensemble d'abord. Et puis que donc va y avoir des temps où vous allez pouvoir écouter nos intervenants qui vont vous partager leur expérience. Vous allez pouvoir, pendant toute la durée du webinaire, partager dans le chat, au moins au démarrage, les questions que vous avez pour elles, parce que ce sont 3 femmes ce soir qui vont témoigner. En fin de session, nous prendrons un vrai temps pour qu'elles puissent répondre à toutes vos questions et vos réponses. Et puis, entre les deux, entre leurs témoignages et les questions-réponses, nous aurons un temps pour vous aider, vous, en fait, vous permettre, vous, de faire le point sur où vous en êtes, ce que vous avez envie de créer et qu'est-ce qui va vous aider à le faire et quelles sont les premières étapes que vous allez pouvoir appliquer dès demain matin pour vraiment rester dans l'élan de cette soirée et à votre tour concrétiser ou aller plus loin. Et je vous propose que, je vais commencer par présenter nos 3 intervenantes très succinctement parce qu'elles vont pouvoir chacune ensuite le faire et avant que Caroline ne puisse leur poser toutes les questions auxquelles vous brûlez d'entendre, bref, auxquelles vous avez envie d'avoir des réponses. Alors, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir 2 personnes du groupe Michelin qui sont chacune dans 2 collectifs différents. Donc, ça va être aussi très intéressant en termes d'organisation et nouveau pour nous parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore accueilli de représentants d'entreprises dans lesquels il y a plusieurs collectifs. Donc, vous allez pouvoir entendre et échanger avec Soélie Memouni et avec Asfer excuse-moi sur le nom, j'ai un petit temps d'hésitation. Et puis, vous allez aussi pouvoir écouter et échanger avec Carole Davis-Filler, qui est dans le groupe Accenture, qui est seule représentante ce soir de cette entreprise et qui va pouvoir, elle aussi, vous partager c'est sa mise en mouvement et toutes les choses qu'elle a réussi à concrétiser pour l'instant et ses envies pour la suite.
Et donc, oui, pardon, dernière chose que je ne vous ai pas dite, cette soirée, pour ceux qui viennent d'arriver, et bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, cette soirée est enregistrée. L'enregistrement est là pour que les personnes signataires d'Alumni for the Planet qui ne pouvaient pas participer ce soir et qui ont pour autant très, très envie d'obtenir, de profiter de toutes les richesses de cette soirée, puissent regarder ensuite ce webinaire en replay. Et voilà, et je laisse maintenant la parole à Caroline. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous allons commencer par le témoignage de nos 3 témoins inspirantes. Et je vais commencer par poser une première question. Donc, chacune va pouvoir y répondre en quelques minutes, qui est ce qui nous intéresse tous. Tout d'abord, comment est-ce que vous avez osé, c'est-à-dire quel a été votre déclencheur pour vous lancer dans vos entreprises respectives. Acer, je vous propose de commencer. Très bien, merci Caroline. Alors le déclencheur, moi je parlerai plus en fait de chemin qui s'est fait naturellement. Moi j'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, Gwenola, où écouter en fait son envie profonde comme une intuition qui était là depuis très longtemps. Parce qu'il faut savoir que j'ai élevé mes enfants justement très proches de la terre, des gens qui font, des maraîchers, des paysans boulangers, des vignerons en nature, et des gens donc, qui avaient déjà compris que tout ce qui était industriel avait peut-être ses limites. Et chez Michelin, c'est vraiment en étant sur le terrain. Donc pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans, j'étais dans un programme de transformation des agences commerciales. Et ce P de planète, alors qu'est-ce que ça veut dire ce P de planète? Comment on pouvait le vivre et l'incarner les personnes? Je manquais un petit peu d'arguments. Et donc, quand je me suis dit, il faut peut-être faire quelque chose et aligner ces 2 chemins de vie, donc je me suis dit, on va creuser. On va creuser qu'est-ce que c'est que l'écologie, donc cette science du lien, de la relation. Et du coup, je me suis inscrite, j'ai proposé un parcours de recherche à Michelin, donc dans un master stratégie design pour l'Anthropocène. J'ai monté un parcours de certification auquel participent 10 personnes. Et en parallèle, j'ai découvert les 2 collectifs, Michelin et la transition écologique, et le TST2, Motion for Planet, un collectif que j'affectionne particulièrement, mais que Soélie va détailler un peu plus. Merci beaucoup. Soélie? Oui, je prends la suite. C'est un peu la même idée. C'est vraiment le chemin de vie. En fait, petit à petit, j'ai appris de plus en plus sur le sujet. Et en fait, avant de travailler chez Michelin, je travaillais chez Tesla, où c'était vraiment au cœur de la stratégie. Et en fait, en arrivant chez Michelin, je me suis dit, j'ai envie de retrouver cette dynamique que j'avais avant. Et donc, en fait, petit à petit, j'en ai parlé. En fait, j'ai vu qu'on était, on est pas seul. Donc, il y a d'autres personnes qui sont intéressées par le sujet. Et en début 2020, dans mon service, avec 3 autres personnes, on s'est dit il faut qu'on lance une initiative. Et c'est ce dont parlait Acer. On a créé un collectif qui s'appelle le TST2, enfin c'est le nom d'un bâtiment. Et là, on a fait ça et tout part de là, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Et toi, Carole? Alors moi, j'ai pris une claque. Avec, je suis sûre que certains d'entre vous, ça va leur parler. Quand il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai fait la fresque du climat. Je n'avais pas en détail les données du changement climatique et je n'avais pas lu le rapport du GIEC. Et du coup, quand j'ai vu ça, ces données scientifiques-là, je me suis dit, en fait, voilà, je ne peux pas me regarder dans la glace et me dire que j'ai 4 enfants qui sont grands, à qui je donne des espoirs de s'engager dans la vie active et dans la vie tout court, sans pouvoir être actrice, moi, de ce sujet de transformation. Il se trouve que Accenture, notre métier, c'est la transformation. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est un sujet pour Accenture, donc je vais essayer de trouver ma voie pour faire en sorte que même si moi, mon rôle, c'est la transformation numérique, d'essayer de voir comment est-ce que le sujet sustainability, pour le dire avec le mot anglophone qui n'est pas très beau, en soutenabilité, mais durabilité, ou je ne sais pas quel est le mot que vous préférez, ou transformation durable que vous préférez en français, mais en tout cas, voilà, ça m'a mis en mouvement en disant comment est-ce que je peux trouver un début d'histoire pour tout simplement, moi, être plus confortable et pouvoir plus facilement me regarder dans la glace
sachant que ça partait, alors je fais comme s'il y avait un seul élément déclencheur, mais évidemment que non. J'avais choisi le domaine de l'environnement dans mon école d'ingénieur, et même si j'avais fait un premier projet Banque mondiale en Turquie, donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup depuis longtemps, mais pendant 20 ans, j'ai fait que de la transformation numérique, sans un poil de quoi que ce soit d'environnement, et là, après la fresque du climat, je me suis dit, il y a sans doute quelque chose de mieux à faire pour être impactant et aider les grandes entreprises à bouger. Merci beaucoup à toutes les trois, c'est très intéressant. Et on voit déjà les prémices d'un point qui est que dans n'importe quelle fonction ou job, on doit pouvoir faire quelque chose et se mettre en mouvement. Donc, on y reviendra sûrement plus tard. Alors, justement, aujourd'hui, où en êtes-vous les unes et les autres dans vos collectifs respectifs ou dans vos positions respectives? Et à quel point vous avez fait avancer les choses là où vous êtes ou vous êtes en train de le faire? Qui veut commencer? Si tu veux, je continue l'histoire, comme ça, voilà. Vous voyez, après la... Continue, Carole, et puis après ça, du coup, en fait, ce que j'ai fait, en fait, je suis allée voir ma boss et je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit comment est-ce qu'on peut mêler le sujet de transformation durable et le sujet de transformation numérique. Chez Accenture, c'était un sujet, la transformation durable, de niche pour la partie stratégie. Pas tellement pour la partie transformation numérique. Et donc, quand j'ai vu que le numérique pouvait, grâce à l'INR, qu'il y avait des groupes de travail, je me suis inspirée de groupes de réflexion qui existent. Hein. On a la chance en France d'avoir sur pas mal de sujets, des think tanks, et il y a le Shift Project qui est évidemment tout secteur confondu, mais il y a même par secteur des groupes de réflexion qui existent. Alumni for the Planet maintenant est aussi une source d'inspiration. Donc, voilà, il y a moyen de monter en compétences assez vite. Et donc, je suis allée voir ma boss et je lui ai dit, si tu veux, je crée l'équipe en France, Sustainability et Technologie. Au départ, elle m'a dit, mais c'est quoi ce truc-là? De quoi tu me parles? Et puis, il se trouve que pas longtemps après, mais elle m'a dit, vas-y, tente des choses, explore, propose-moi des offres, regarde, propose des formations. Voilà, j'ai eu le droit de jouer en plus de mes jobs. Donc, au départ, c'était regarde, propose-moi des choses, mais bien sûr, tu continues tes jobs comme d'habitude. Donc, j'ai fait ça on top au début. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu la chance que ça devienne au cœur de la stratégie d'Accenture et que tout d'un coup, voilà, cette entreprise de 600 000 personnes se mette en branle. Et tout ce que j'avais exploré en France, tout d'un coup, ça nous avait fait prendre une longueur d'avance par rapport au reste des entités et des pays chez Accenture. Et donc, les formations, les offres, les premières constructions d'écosystèmes, début de partenariat que j'avais exploré, la petite équipe que j'avais commencé à bâtir, finalement, on a été assez vite propulsé comme étant le point de départ de quelque chose de plus large chez Accenture. Et maintenant, mon rôle, donc depuis j'ai été promue managing director justement pour amplifier ce mouvement-là. Et mon rôle maintenant, c'est d'accompagner les grandes entreprises sur cette double transformation numérique et transformation durable, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met le numérique sous contrôle dans ses aspects négatifs, parce qu'il y a un dark side de la technologie, et comment est-ce que l'IT peut venir, au contraire, positivement soutenir la supply chain, le manufacturing, mais aussi au niveau corporate, les finances, faire la transformation durable. Et donc, moi, j'ai en charge cette équipe-là maintenant, ce sujet-là pour France Benelux. Je suis l'adjointe au niveau Europe et je fais partie de l'équipe Monde qui fait de l'innovation sur ces sujets-là. Et j'ai une équipe de une quarantaine de personnes à temps plein, plus maintenant une centaine de personnes dans l'écosystème, parce qu'assez vite, j'ai compris qu'il y avait un sujet de transformation interne aussi, qu'on n'était pas là que pour proposer des services à nos clients, mais il fallait bien entendu être un exemple avant tout. Et donc, il y avait un sujet de transformation interne. Et donc, j'ai construit des relais dans chacune des entités technologiques d'Accenture, que ce soit du cloud, de SAP, j'en passe et des meilleurs, de l'IoT, etc. Et donc maintenant, on a ce réseau qui est bien établi et des premiers succès auprès de nos clients que j'espère accompagner de plus en plus largement. Merci beaucoup, Carole. Et toi, Acer,
pour Alors, ta partie? donc sur la partie, donc, en termes d'avancée, là, on est quand même super content parce que pouvoir intégrer chez Michelin un parcours sur la redirection écologique versus transition, donc venir questionner les finalités plutôt que questionner les moyens, c'est déjà un pas énorme. Donc, c'est déjà, on est une dizaine aujourd'hui d'ambassadeurs. On espère quand même devenir un peu référent, coach, un peu comme on a eu des coachs responsabilisation. Donc, on est en train d'apprendre au sein de l'école de commerce de Clermont et l'école de design de Lyon, l'école Strat, pour avoir une approche by design. Donc, ça, c'est déjà super et je vois que les gens sont hyper motivés. Ça s'inscrit vraiment dans une ambiance chez Michelin où il y a énormément d'initiatives. C'est en train de bouger partout, les gens ont envie. Concernant le collectif Michelin, la transition écologique, Alexis était venu il y a 1 an et a quitté l'entreprise pour d'autres projets personnels, donc début d'année. Alexis qui était au démarrage du collectif. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on se structure, d'autant plus que la direction RSE reconnaît le collectif, nous a demandé vraiment de structurer, de savoir quelles étaient la vocation, les missions, la gouvernance. Donc, on est vraiment dans une phase là on s'organise, d'autant plus qu'on est passé de 40 à 200 très rapidement. Très rapidement, et qu'il y a des antennes un peu qui se créent partout dans d'autres villes au-delà du siège, à Cholet par exemple, en Thaïlande ou au Mexique. Donc ça, c'est hyper enthousiasmant. Et donc, en parallèle de la construction du collectif, donc de la structuration du collectif, qui est quand même un très bon succès, parce qu'on a le soutien de la direction, on continue à faire toutes les actions de sensibilisation, fresque du climat, biodiversité, mobilité, là on va démarrer numérique, et préparer toutes les actions aussi concernant le tout durable dans la vie. Vraiment, comment ça s'inscrit dans la vie des personnes au quotidien, par exemple, la contribution au code éthique de l'entreprise. Donc, il y a un code éthique et comment venir apporter les comportements écologiques dans ce code éthique. Donc là, on travaille avec le groupe. Il y a d'autres groupes de travail sur les émissions CO2. Donc, il y a des choses qui sont en cours. On a vraiment besoin de se structurer pour vraiment pouvoir ensuite accélérer. Pour la suite, du coup, le point super important de retenir dans ce qu'a dit Acer, c'est qu'effectivement, il y a plein de collectifs qui ont grandi dans ces dernières années. Et là, on en parle surtout de 2-3, mais effectivement, on voit qu'il y en a vraiment de plus en plus. Et donc, quand la question c'était vous en êtes où, nous, déjà, on est en train de voir ce qui existe et de voir aussi de pouvoir mettre en commun, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on travaille, notamment tout ce qui est formation. Le collectif, donc TST2, qui était dans une équipe, on est en train de faire des formations. Peut-être que ça peut être bénéfique pour d'autres équipes. Donc, c'est un peu là où on en est. C'est comment on met tout le monde en mouvement sans qu'il y ait des trucs qui soient faits en parallèle et en doublon, parce qu'il ne faut pas non plus réinventer l'eau chaude, comme on dit. Et notamment, du coup, ce qu'on voit aussi dans les différents collectifs, c'est qu'il y a eu différentes manières de grossir. Il y a des collectifs qui ont grandi très, très vite en nombre. Et donc ça, c'est par exemple Michelin, la transition écologique dont Alexis faisait partie. Effectivement, maintenant, on est plus de 200 et on a vraiment besoin de se structurer parce que il faut quand même qu'il y ait un certain ordre dans ces 200 personnes. Et à l'inverse, le collectif, donc TST2 plus à l'intérieur d'une équipe, et là, on a été plus sur des actions concrètes, directes, mais par contre, on n'a pas beaucoup grossi. Donc, pour l'instant, notre impact se limite aux 100 personnes de notre service, ce qui est déjà très, très bien. Mais voilà, on n'est pas sur les 200 personnes qui peuvent avoir une action sur beaucoup plus de personnes dans l'entreprise. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est n'hésitez pas, parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui ont envie d'agir, et ça fera des collectifs, et après, vous trouverez des moyens de faire des synergies ensemble. Voilà, et je peux vous donner d'autres exemples dans les collectifs, je m'étais noté pour ne pas oublier, il y a par exemple des collectifs de jeunes diplômés, donc si vous êtes jeune diplômé ou pas, vous pouvez trouver des personnes qui vous ressemblent aussi pour vous rassembler. Il y a des collectifs sur différentes parties de Michelin. Chez Michelin, il y a tout ce qui est partie expérience aussi, les guides. Et voilà, il y a des personnes qui se regroupent là, et donc ils viennent aussi nous contacter pour dire, voilà, on a vu que vous êtes assez gros, qu'est-ce qu'on peut apprendre de vous? Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire connaître. Merci beaucoup. Et alors, du coup, la question suivante, ça va être vraiment
un conseil de vos parts à toutes les trois, c'est-à-dire quels sont les 2-3 points clés de votre stratégie de réussite? C'est-à-dire qu'est-ce qui est pour vous vraiment important pour que ça fonctionne? Bon, le sujet de fonctionner, c'est évidemment de faire avancer les sujets et de mettre en place des actions concrètes, hein, qui sont reprises par un maximum de collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc, voilà, quels sont vos points clés de réussite dans vos stratégies? J'ai beaucoup entendu parler de structuration pour le côté Michelin, mais justement, comment on y arrive quelque part? Tu veux que je démarre? Ok. Alors, déjà, je pense qu'il faut être proche de la direction pour gagner en crédibilité et soutenir, aller chercher un sponsor s'il y a besoin pour soutenir vraiment les démarches. Après, si c'est long, ça n'empêche pas de continuer à travailler et à organiser des actions de sensibilisation, formation, des choses très simples. L'idée, ce n'est pas de faire des actions qui semblent énormes, mais vraiment de fédérer, d'aller élargir la communauté. Et pour moi, un des points clés, enfin aujourd'hui, j'y attache beaucoup d'importance, c'est vraiment le langage. Un langage qui doit rester simple, en fait, accessible dans un champ lexical de tous les jours. Donc, commencer à mettre des anglicismes, des choses trop compliquées, ça commence à désincarner, on commence à être hors sol. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester très proche du terrain, proche des gens, et de créer vraiment un lien, de se connaître, d'apprécier, de réfléchir ensemble sur les actions que l'on veut mettre en œuvre, et également gagner en crédibilité. Gagner en crédibilité, c'est aussi prendre des risques. C'est aussi prendre des risques et donc c'est aussi tenter de prendre part à des actions. Là, par exemple, avec Michelin, on va certainement proposer, on nous a demandé si on souhaitait participer en fait à grand événement, en fait, Moving On. Et ça, c'est quand même un sacré événement. Et donc, voilà, gagner en crédibilité, avoir un langage simple et peut-être aussi garder un collectif qui est horizontal. Donc, si on commence à remettre de la hiérarchie, moi j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, Guenola, en aparté tout à l'heure, c'est-à-dire comment on peut avoir en fait une gouvernance qui permet de donner la voix à tout le monde, pas avoir une organisation hiérarchique comme on peut l'avoir de façon conventionnelle dans les organisations. Je rebondis sur ce que dit Acer. Oui. Effectivement, un point très important pour la réussite, c'est de commencer à se sensibiliser. Parce que c'est difficile d'agir quand on ne comprend pas l'ampleur du sujet. Et après, bien sûr, il y a différents niveaux de compréhension. Il ne faut pas devenir expert demain, enfin, ça serait génial, mais ce n'est pas l'objectif premier. Donc, effectivement, un premier point, c'est forcément de sensibiliser. Mais ça n'empêche pas en parallèle pour faire des actions, mais déjà sensibiliser. Et le deuxième point qu'a dit Acer, je répète un peu, mais c'est très très important, c'est de ne pas hésiter à s'appuyer sur les personnes qui ont déjà un rôle reconnu, même si c'est RSE et que pour l'instant le rôle est très limité, mais de ne pas forcément bypasser des personnes qui ont déjà un rôle plus ou moins identifié sur le sujet, parce que ça peut poser des problèmes de légitimité, etc. Alors qu'en plus, souvent ces personnes sont ravies d'avoir de l'aide parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens ou le temps qu'il faut. Donc, voilà, ne pas hésiter à s'appuyer sur ces personnes qui existent. Et un autre point, je pense que c'est important de garder de l'autonomie, c'est-à-dire que trouver une bonne gouvernance dans le collectif, savoir comment on veut fonctionner. Est-ce qu'on a besoin d'un sponsor? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des personnes qui valident? Si oui, comment? Pour être sûr de pouvoir quand même agir assez rapidement et de ne pas rentrer dans quelque chose qui prend 3 mois pour la moindre action. Je dirais que c'est un peu un point important. Voilà. Et puis de mon côté, alors les conseils varient évidemment en fonction de l'objectif qu'on se donne. Donc peut-être qu'effectivement, par rapport à ce que vous dites, Acer et Soeli, je vais venir en complément peut-être avec d'autres objectifs. Moi, j'avais un triple objectif et j'ai toujours un triple objectif. Le premier, c'est de faire en sorte que en interne chez Accenture, on change nos pratiques pour intégrer cette notion de numérique responsable ou de sustainability by design dans n'importe quel projet technologique pour justement être dans ce double visage, limiter les impacts négatifs et être force de proposition pour, à chaque fois qu'on lance un projet numérique,
et Dieu sait ce que ça veut dire comme mise souvent sur la table d'investissement financier pour une grande entreprise et d'investissement en énergie, en fait, qu'on en profite pour avancer sur des objectifs de développement durable de manière systématique. Je lance un projet de reporting financier. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait le réflexe et de lancer aussi, de se dire, on en profite pour aussi faire le volet extra-financier. Donc voilà, moi j'avais ce premier objectif de dire comment est-ce qu'on peut instiller ces pratiques numériques responsables chez Accenture. J'avais un deuxième objectif, c'est faire en sorte qu'on puisse avoir des offres pertinentes, crédibles, impactantes pour faire bouger nos clients. Et j'avais un troisième objectif, c'est de me trouver un job, moi, qui me plaisait et qui était en ligne avec justement, après cette claque-là, du fait que je ne pouvais plus vivre juste avec mon job d'accompagner la transformation numérique. Donc, sur ce triple objectif, en fait, je peux apporter si je fais un pas de recul en me disant qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui a été vraiment déterminant pour atteindre l'objectif. Sur trouver mon job, ça a été évidemment trouver la personne qui me fait confiance. La personne qui me fait confiance suffisamment haut dans l'entreprise pour qu'elle ait la latitude pour me dire vas-y, essaye des choses. Effectivement, si j'ai dit je suis allée voir ma boss, en fait, je suis allée voir plutôt ma N+2 à l'époque. Et à qui je pensais qu'elle aurait le moyen de me dire ok, vas-y, tente des choses et puis on revient me voir. Sur les deux premiers objectifs et de mettre en mouvement les grandes entreprises, là aussi le rôle du sponsor, et moi j'ai envie de dire le plus haut parfois on tape dans l'entreprise, le plus facile c'est encore une fois, quand on veut construire des offres, quand on veut construire un changement de transformation massif. Avec le challenge évidemment, tu parlais de crédibilité, je te rejoins, pour être crédible, il faut lier les intérêts profonds business de l'entreprise en termes d'évolution éventuellement du business model, en termes d'impact commerciaux, en termes d'impact sur l'attractivité en termes pour les talents qu'on veut recruter, en termes d'attractivité pour les clients finaux ou pour les fournisseurs, le partenariat avec les fournisseurs. Enfin, il faut trouver les points d'accroche, évidemment réglementaires, évidemment, bon voilà. Mais donc de lier, j'enfonce des portes ouvertes, mais pour convaincre un patron d'investir du temps et de l'argent sur une transformation, il faut lui montrer quel est son intérêt, quel est l'intérêt sur les axes de business, métier, vraiment le cœur business de l'entreprise, en quoi ça va aider le cœur business de l'entreprise. Et je pense que maintenant, on est bien, avec la réglementation en Europe et particulièrement en France, on a quand même des points d'ancrage facilités. On a des points d'ancrage facilités parce que les consommateurs finaux sont de plus en plus sensibles. Le point d'ancrage des talents, il est déterminant. Dans nos grandes entreprises, la guerre des talents, elle est réelle. Nous avons perdu Carole. Alors, le temps qu'elle revienne, qu'elle se reconnecte, qu'elle doit voir. Oui, je peux juste rajouter ça m'a fait penser à quelque chose. Il y a un point très important dans la stratégie de réussite, c'est tout simplement, ça va être bête aussi, mais d'oser. Parce que parfois, on a l'impression que, je sais pas, on est dans une réunion et on n'est pas aligné avec ce qui est dit, on n'ose pas. Il y a peut-être d'autres gens en fait, qui pensent la même chose. Donc, si vous êtes le premier à oser, vous allez peut-être avoir personne qui réagit la première fois, mais quelqu'un va venir vous voir dans le couloir en disant mais moi aussi, ça m'a fait écho. Et c'est aussi comme ça que vous allez créer des choses. Donc, voilà, oser, c'est le mot important. Et Carole, je te redonne la parole. Je crois qu'on t'avait perdu. C'est bizarre parce que moi, je ne vous avais pas perdu. Bon, du coup, non, mais continue, Soélie, c'est pas grave. Non, j'avais juste osé. Donc, de toute façon, ça fait la bonne transition avec la question suivante, puisqu'en fait, la question suivante, qui est en forme de conclusion, en quelque sorte, c'est quels sont pour vous les grands enseignements de la démarche que vous avez entreprise, à titre à la fois
personnel pardon, et collectif. Donc, je peux prendre je ouais. continue à la limite. Donc, encore une fois, oser. L'autre point que disait aussi Acer, c'est on a besoin de tout le monde. Il n'y a pas des personnes plus importantes que les autres sur ce sujet. On a vraiment besoin de tout le monde. Forcément, comme le disait aussi Carole, si vous avez des sponsors dans l'entreprise, ça va aider, on ne va pas se le cacher, mais tout le monde a besoin d'avancer, donc il n'y a pas de personne plus importante que les autres. Et il faut vraiment il faut déclencher ce sentiment d'urgence. On le voit quand on apprend un peu les techniques de change, on a besoin de faire en sorte que les personnes, ça touche un peu l'affect et qu'elles aient envie d'avancer. Si ça reste vraiment trop concret, trop théorique justement, avec des mots très très compliqués, encore une fois, comme le disait Acer, les personnes vont avoir du mal à s'identifier et à avancer. Donc voilà, c'est un peu les points importants. Et encore une fois, s'appuyer sur les groupes existants. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes dans le groupe, dans votre groupe, qui ont envie d'avancer. Acer, tu veux enchaîner? Oui, je partage vraiment ce que dit Soïli. Je pense que c'est pas pour rien qu'on est engagés ensemble. J'ai vraiment un écho qui revient. C'est vraiment, et ça, c'est une phrase de Diego Landivar qui nous dit souvent, c'est vraiment take others seriously. C'est qu'il n'y a pas on a besoin de tous, il n'y a pas de super-héros qui va venir sauver la planète comme dans les films, il n'y a pas de super-ingénieur qui va trouver la super solution. Donc l'idée, c'est vraiment, ce que je me suis dit, c'est faire vraiment faire. Oui, les savoirs scientifiques sont nécessaires, mais passer à l'action, mais même rien que appeler un service consommateur parce qu'on adore l'eau qu'il nous propose, mais on ne veut plus de bouteilles, et lui dire, c'est passer à l'action. Il n'y a pas de hiérarchie, on va dire, dans l'action. Et ça, je trouve ça vraiment fabuleux quand les esprits s'éveillent en passant à l'action. Et le dernier point, c'est vraiment renouer avec des narratifs positifs autour de la sobriété, du renoncement, de la fermeture, redorer en fait et accepter que ce sont des choses qui sont très saines et qui peuvent procurer des très belles émotions. Frédéric Laloux en parle très bien dans leurs expériences The Week, le prototype qu'ils ont mis en place. Arrêter de faire certaines choses, ça procure d'autres petits bonheurs, et je trouve que c'est le vivre de façon collective avec plusieurs personnes. Donc rejoindre un collectif, c'est vraiment, moi je le conseille vraiment. Et donc voilà, je pense que ce qui est vraiment les enseignements principaux pour moi aujourd'hui. Moi, je soulignerais l'importance, en tout cas c'est ce que je ressens, d'être à la fois impatient et patient. Impatient parce que de temps en temps, je pense qu'il faut taper du poing sur la table et dire, voilà, là, on n'en est encore que là chez Accenture à ce moment-là, c'est pas possible. Là, regardez quel positionnement compétitif on a. Là, regardez, il y a encore tant de pourcents de personnes seulement qui ont fait les formations qu'on veut déployer massivement. On a chez Accenture, et ça, pour répondre à une des questions, on a mis en place un outil qui s'appelle le Sustainability Quotient. Vous connaissez le QI, le quotient émotionnel. Et ben, on a le Sustainability Quotient qui est au but de tout le monde. On avait fait ça aussi pour le Technology Quotient, en se disant tout le monde doit avoir chez nous les basiques de compréhension des enjeux climat, énergie, eau, biodiversité, et les enjeux socio-éthiques également. Donc, impatience quand t'entends en disant wake up call, attention, regardez, ça ne va pas au bon rythme. Et là, pour le coup, en remontant suffisamment haut pour dire, pour souligner l'impact négatif sur le business model, sur les objectifs qu'on s'est fixés. Et patient en même temps, parce qu'évidemment, des sujets qui remettent en cause la raison d'être parfois, le business model souvent, les produits, les habitudes de travail, évidemment, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, et on aura beau faire toutes les fraises du climat de la Terre, donner envie, embarquer les cœurs autant que les esprits, etc. Même
il faut, bien entendu, on est sur une transformation majeure et ça vaut le coup de qui peut avoir des petites victoires, mais aussi des chantiers dont on sait qu'ils vont porter des fruits à plus long terme. Et moi, voilà, j'accompagne des grandes entreprises, donc je vois qu'il y a des frémissements d'impact. Bien sûr, les objectifs long terme sont positionnés, mais il y a une organisation qui commence à se mettre en place sur beaucoup de grandes entreprises, au-delà de collectifs, mais aussi des gens dont c'est le boulot. C'est bien, il faut les deux, hein. Il faut des gens qui ont intégré ça, qui sont moteurs partout, maillés dans l'entreprise, mais il faut aussi des gens dont c'est le boulot à 100% de dire je suis Chief Sustainability Officer au COMEX et je vais bâtir mon relais dans l'IT qui va être 100% dédié sur introduire la sustainability dans l'IT. Je vais introduire, j'ai un relais sustainability auprès du CFO, dont c'est le boulot à 100% de faire le pilotage de la performance extra-financière, etc. Donc, il y a cette organisation qui commence à se mettre en place, mais je vois bien qu'on n'est pas encore on lance des investissements, on lance des budgets, on se met des objectifs année par année qui sont très clairs et qui percolent dans toute l'entreprise, dans toutes les fonctions, dans toutes les géographies. On n'en est pas encore là. Et du coup, moi, c'est vrai que la claque que j'ai reçue et mon caractère, j'ai plutôt tendance à être impatiente. Je me rends compte que parfois, ça peut me jouer des tours en termes de motivation parce qu'évidemment, ça vaut le coup aussi de se dire de façon réaliste de quoi je me satisfais comme petite victoire progressive tout en construisant le chemin vers des impacts très significatifs à moyen terme. Merci beaucoup à toutes les trois. J'ai entendu plein de mots qui résonnent. L'impatience avec la patience, c'est quand même. Je pense qu'on pourrait en faire une citation, Carole, parce que c'est vrai que c'est tout à fait adapté. Le narratif positif, très important dans tous nos sujets, parce qu'effectivement, pour embarquer le plus de monde possible, il faut évidemment pas le faire tomber dans l'éco-anxiété, mais bien voilà, dans des narratifs positifs, c'est très important. Et le fait qu'on doive tous, et on peut tous passer à l'action, et ça va me faire la transition pour toi, Gwenola, qui va nous expliquer qu'on sait tous et qu'on peut tous le faire. Et on va voir comment. Merci encore à toutes les trois pour vos témoignages. Et on reprendra, il y a quelques questions qui ont commencé dans le groupe. On les reprendra en fin de session parce que vous allez voir que vos questions vont aussi s'enrichir avec les différentes séquences qui vont suivre. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne les a pas oubliées. On peut. Alors, Gwen a un petit problème de connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On l'a perdu. C'est quand même dommage. Mais donc, peut-être juste en attendant que Gwenola se reconnecte, peut-être quand même répondre à cette question sur les actions, de quelques exemples d'actions concrètes chez Michelin. J'ai vu ça est-ce que Soélie, tu veux nous donner quelques... Eh bien, un point déjà comme Alpha l'a mentionné, donc sur la sensibilisation, on s'est formé sur la fresque du climat, comme ça on participe à la formation des autres employés. En même temps, on a créé une formation en interne qui est à trois parties. Donc une partie vraiment générale sur comprendre le problème du dérèglement climatique, une partie vraiment planète pour aller plus loin, comprendre les limites planétaires et pas rester que sur le CO2. Et après une partie people, parce que la sustainability, c'est pas que l'environnement, il y a aussi la partie sociale. Et donc on a fait une formation là-dessus. Après, pour des actions plutôt concrètes sur le business, parce que ça, c'est plus sensibilisation. Concrète sur le business, on a retravaillé, par exemple, avec des fournisseurs pour tout ce qui est capteurs, on recevait des capteurs. Et après, quand il y avait potentiellement des problèmes, on renvoyait tout le capteur. Alors que maintenant, on renvoie que la partie endommagée. Ça évite de faire des allers-retours avec des pièces qui sont encore fonctionnelles. Et pareil, chez Michelin, on a un business important qui est du rechapage de pneus. Et on essaye d'optimiser les déplacements pour pas que les pneus fassent trop d'allers-retours jusqu'aux usines de rechapage. Donc, c'est des actions comme ça concrètes qu'on a pu faire. Et il y en a plein d'autres qui vont arriver. Il faut rester connecté.
Le challenge Sport Santé qui a été lancé aussi et qui a mobilisé 50 personnes et ce qui nous a permis aussi de faire une action aussi sociale. Le clean numérique, le clean mail, je ne sais plus comment on l'avait appelé. Il y en a plein d'autres, plein d'actions qui permettent justement de maintenir aussi une dynamique et le collectif et garder le lien avec les personnes en disant oui, il se passe des choses. Donc voilà, il y en a plein d'autres. On pourra en parler dans la section coworking juste après. Et effectivement, comme le dit Acer, ce qui est bien, c'est de garder un rythme pour que les personnes, c'est pas juste d'un coup on parle de la planète et puis on en reparle un an après. Donc nous, on essaye aussi d'organiser des conférences, des débats, des choses comme ça. C'est pas encore des actions concrètes sur le business, hein, mais c'est plus pour garder un rythme et que les personnes continuent d'en parler entre elles, se fassent un réseau et que ça soit un sujet qui soit tout le temps là. Voilà. Bon, très bien. Moi, j'ai une dernière petite question quand même en conclusion parce que c'est super, vous êtes toutes les trois très enthousiastes et je pense que l'auditoire va être emballé, il va avoir envie de bouger tout de suite. Mais quels sont les plus gros obstacles que vous avez pu rencontrer potentiellement? Est-ce que vous en avez rencontré à ce jour déjà? Et si oui, lesquels, surtout comment vous les avez levés, quoi? En une minute, vous pouvez nous en citer un peut-être, hein, parce que bon. Nous, le gros point pour l'instant, contrairement à Carole, c'est qu'on n'a pas un rôle qui est 100%, bon, 100%. On n'a pas de la casquette sustainability. Donc, on est vraiment bénévole pour nos collectifs. Donc, c'est des choses qu'on fait en plus de notre temps. Et pour l'instant, c'est pas un point qu'on a réussi à résoudre. Donc, ça sera peut-être une des prochaines étapes. Mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qu'on fait bénévolement et ça peut être un petit peu lourd parfois. Alors, j'aimerais rebondir sur ce point parce que je pense que c'est effectivement un frein colossal dans les grandes entreprises. Je le vois chez Accenture, mais je le vois aussi chez nos clients, de croire qu'on peut continuer comme avant en ayant un ou une responsable RSE toute seule, entre guillemets, tout seul, qui va gérer voilà, la mise en mouvement des uns et des autres, éventuellement le reporting annuel, etc. et point barre. De croire de se dire, bah, en fait, oui, c'est un sujet qui touche tous les métiers, donc il faut que tout le monde s'en saisisse. Et de croire que ça va se faire sans personne dédiée. Moi, je suis persuadée que pour lever le frein, il faut un Chief Sustainability Officer ou un haut COMEX de chaque grande entreprise. Il faut, voilà, alors je ne sais pas dans quel type d'entreprise vous êtes, mais aussi de petite, moyenne taille, enfin quelqu'un qui est vraiment à la table de dirigeants. On est plusieurs entreprises, ça a été le cas quand Julie Sweet a nommé en décembre 2020 Peter Lacey avec cette casquette-là chez Accenture. L'Oréal a fait pareil. Il y a plein d'entreprises en fait qui ont maintenant un Chief Sustainability Officer et qui bâtit des organisations, certes avec des relais partout, parce que bien sûr qu'il faut que tout le monde se mette en mouvement, mais aussi avec des gens qui sont dédiés, dont c'est le métier de transformer l'entreprise, de la même façon que quand on a fait le pivot vers le numérique, la transformation numérique, ben on a eu des organisations, et on a toujours des organisations, des Digital Factory, enfin ça peut prendre plein de formes selon les entreprises, mais on a des organisations dédiées. Peut-être que dans 5 ans, mon organisation, là, Sustainability chez Accenture, elle aura disparu parce que tout le monde aura rentré dans ses habitudes de travail le sujet durabilité. Peut-être, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut, je pense, j'en suis persuadée, pour le lever, pour passer à l'échelle, pour passer au rythme supérieur, un sponsorship au plus haut niveau, quelqu'un dont c'est pas juste, c'est vraiment le cœur du métier, et des organisations, des personnes dédiées. Ok, merci beaucoup. Et c'est important quand même parce que vos 3 témoignages montrent bien la complémentarité finalement avec le top-down et le bottom-up, hein, et avec le fait qu'on ait des gens dédiés et des gens aussi qui intègrent. Et aujourd'hui, quand on parle avec un certain nombre d'ailleurs de directeurs ou directrices RSE,
ils nous disent, moi, je serais ravie si demain, je ne peux pas... mon métier n'existe plus, en fait. En fait, si demain, dans 10 ans, alors, c'est peut-être pas demain tout de suite quand même, mais on n'a plus besoin de moi, mais c'est que l'entreprise, effectivement, aura intégré les enjeux sociétaux et environnementaux dans tous ces métiers et que ce ne sera plus un sujet. Donc, on n'en est pas encore là, mais on va essayer. On va essayer. Alors, écoutez, Gwenola a des petits soucis de connexion, mais c'est pas grave. On va commencer la séquence suivante. Et je vais vous répartir dans des groupes de 4 ou 5. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à le faire parce qu'il va falloir quand même que j'ai les bons rôles. Et on va vous suggérer, en fait, on va vous mettre dans un document de recueil de vos réflexions, vous allez voir, dans la conversation. Vous pourrez vous connecter dessus pour pouvoir renseigner le fruit de votre travail. Et en fait, c'est une session d'une quinzaine de minutes. On va vous demander de réfléchir ensemble par groupe de 4 ou 5 sur, dans votre environnement professionnel, où est-ce que vous ressentez les possibilités d'agir? Qu'est-ce que vous avez envie de proposer? À quoi vous avez envie de contribuer? Et en synthèse, alors, vous faites fi de tous les freins. Si tout était possible, comment voudriez-vous que votre entreprise évolue? Quel impact sur le monde, quel impact sur le business, etc. Les échanges en sous-groupe ne sont pas enregistrés, ils sont complètement confidentiels. Les règles, c'est pas de jugement évidemment, il n'y a aucune suggestion ou interrogation à proscrire. Vous allez voir que c'est les interactions dans le groupe qui vont vous permettre d'avancer sur ces questions-là. Voilà. Donc, je vais alors d'abord vous redonner, excusez-moi, parce que du coup, le lien du document dans le... Et vous allez me dire les uns et les autres... Hello, welcome back. Je suis heureuse d'être avec vous. Après cette interruption très involontaire tout à l'heure. Alors, on espère que ça a été très riche dans vos échanges. On n'en doute pas. On va vous demander un tout petit travail encore, c'est de décrire dans la conversation quelle a été votre prise de conscience principale lors de cette petite séance. Donc, vraiment en quelques mots, voilà, comme ça, spontanément, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Alors, voilà. De l'envie partout, me dit Yasser, super. Ça bouge partout. Partager les bonnes pratiques, des initiatives et parfaits structurées. Des problématiques communes. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on n'est pas seul et on rencontre tous à peu près les mêmes problématiques. Chers best practices, eh bien c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là chez Alumni for the Planet, pour vous créer l'espace, le temps, le lieu pour ça. Envie forte, plus difficile de transformer le cœur business. Oui, c'est ce que nous expliquait Carole. Ça, c'est le sujet de la patience, peut-être c'est un peu plus long de transformer le cœur business. Mais c'est bien de s'y attaquer et de persévérer. Perdre la vision et se nourrir, comme tu le disais, Carole, de chaque pas. Sur l'impatience la patience plutôt est difficile de transformer le cœur business. Si j'ai 2 minutes, vous m'accordez 2 minutes ou pas? Bien sûr. Parce que j'ai une anecdote. En fait, j'essaie de bouger aussi dans ma ville. Parce qu'en fait, nos villes sont aussi localement sur la mobilité, sur les cantines, sur
les consommations. Enfin bon, les villes ont évidemment un rôle énorme à jouer sur la transition énergétique, j'en passe et des meilleurs. Et donc, j'essaie de faire, ça fait depuis voilà, 1 an et demi que non seulement j'essaie de faire des fresques dans mon entreprise et pour mes clients, mais aussi dans mes villes, dans les villes. Dans les villes, et on est censé en France avoir dans chaque interco un plan climat, air, énergie territoriale. Un plan climat, voilà, un truc, on se donne un objectif, on fait toute l'initiative, on fédère les initiatives locales, etc. Et ben voilà, j'ai eu là, au bout d'1 an et demi, aujourd'hui, dans la journée, une réunion avec les 4 vice-présidents de mon interco, qui sont 4 maires des villes, et on a réuni 15 associations. Ça nous a pris 1 an et demi, mais on a eu cette réunion pour leur dire, nous, Asso, on peut vous aider à faire bouger. Tout ça pour vous dire voilà, que il peut y avoir quand même alors qu'on se dit les maires qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler en esprit collectif, etc., ils sont quand même durs à bouger, les collectivités. Mais je sens qu'à force, là, et on est de plus en plus nombreux, et grâce à Almi for the Planet en particulier, je pense qu'il y a un espoir qu'on fasse basculer le gros mammouth. Super, et bravo pour ne pas lâcher. Et moi, j'ai envie, avant de vous proposer un deuxième temps de travail ensemble, de rebondir sur ce que a mis Valérie dans le chat, à savoir facilité et joie d'échanger quand on est sur la même longueur d'onde. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est oui, bien sûr, et par principe, nous avons tous la capacité à créer cette longueur d'onde et à nous mettre sur la même longueur d'onde. Et en fait, ça dépend de quoi ? Ça dépend de, Soélie, tu as parlé, alors je vous ai raté, je vous ai perdu un moment, donc vous avez certainement encore enrichi par-dessus, mais tu disais l'importance d'oser. Oui, par principe, en fait, et si on ne fait que suivre les statistiques, il y a au moins, au bas mot, la moitié des personnes qui sont autour de vous qui ont aussi envie de faire bouger les choses. Donc, de quoi est-il question ? Il est question de notre propre savoir-être. C'est quoi notre savoir-être ? C'est notre façon d'être, notre manière d'être. En l'occurrence, sur ce sujet, il y a 2 options. Il y a le « j'ai peur, j'ose pas y aller », et dans la façon dont je vais parler de ce que j'ai envie de faire, dont je vais parler des enjeux, je vais y aller peut-être avec une certaine fermeture, pas trop d'écoute de la personne, de pouvoir sentir le seuil de tolérance de la personne. Où est-ce qu'elle en est ? Qu'est-ce qui la touche ? Qu'est-ce qu'elle peut entendre aujourd'hui ? Et peut-être pas aujourd'hui. Et peut-être que dans une semaine, ce sera différent. L'autre chose que je peux faire, c'est prendre une grande respiration. Peut-être aller taper des pieds dans les escaliers pour lâcher un résidu de peur ou de choses comme ça. Et de me dire et de ressentir profondément que c'est quelque chose qui est important pour moi, que c'est quelque chose qui me touche et qu'en face de moi, il n'y a pas une fonction, un titre, un endroit dans l'organigramme, mais il y a un être humain, il y a une personne et que ce qui me tient à cœur là tout de suite maintenant, c'est de m'adresser à cette personne. Et je vous invite vraiment à dire à cette personne ce qui vous tient à cœur. Et je vous invite vraiment à le dire en partant de vous, en disant, ben voilà, j'ai pris conscience j'ai suivi une fresque du climat, j'ai participé à une réunion l'autre jour, et voilà, et ça me tient à cœur, et j'ai vraiment envie d'essayer de faire avancer les choses, j'ai envie de communiquer plus, d'envie de créer un groupe dans notre organisation. Et je vous assure, et d'expérience, et pour animer un certain nombre de webinaires Alumni for the Planet depuis un certain temps maintenant, qu'en fait, ça fait vraiment toute la différence et c'est très rare, ça peut arriver, mais ça va vraiment être très rare les fois où vous êtes rembarré, les fois où c'est un non. Après, c'est peut-être pas le bon moment, mais vraiment, allez-y, osez, faites-vous confiance et partez de vous, parce qu'à ce moment-là, quand vous partez de vous, vous n'imposez rien à l'autre et vous lui permettez d'ouvrir. Et comme le disait Carole, c'est pas facile d'aller voir des gens pour leur parler de votre envie de créer autre chose, de inventer un nouveau business model. C'est pas évident. Maintenant, quand vous parlez de vous, vous n'engagez que vous et vous créez un espace d'ouverture et d'échange. Et vous allez voir que, et c'est ce que tu disais, Soélie, tu disais, allez-y, dites, bah oui, mais moi, j'aurais plutôt envie de faire ça, ou
ça ne me met pas hyper à l'aise de me lancer dans ce projet et j'aurais bien envie de proposer ça à la place. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour? Et vous allez voir que c'est en général pas une, mais plusieurs personnes qui viennent vous voir à la fin. Je vois Soélie, tu dis oui, qui viennent vous voir à la fin parce qu'en vous disant oh, mais oui, mais bien sûr, et moi aussi. Et ce que nous allons vous proposer dans ce deuxième temps là d'échange entre vous, c'est d'aller voir en vous, en fait, ce qui dans votre manière d'être, dans votre façon d'être, qu'est-ce que vous ressentez que vous avez besoin, sur lequel vous avez besoin d'évoluer, qu'est-ce que vous ressentez qui en vous a besoin de changer pour que vous puissiez aller plus loin, en fait, l'étape d'après, par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui, que ce soit de en parler, oser en parler, ou aborder telle personne dont je sens qu'elle est clé, en fait, dans notre organisation pour faire bouger les choses, ou lancer tel sujet. Voilà, qu'est-ce que vous sentez que vous avez besoin de changer, de faire évoluer en vous, de voilà, peut-être respirer, lâcher cette peur et vous faire confiance et voir encore une fois en face de vous, non pas la personne, enfin la fonction, mais la personne, l'être humain, pour pouvoir aller toucher cette personne. Et puis, voilà, qu'est-ce que vous ressentez que vous avez besoin de faire, de lâcher ou d'oser faire à l'inverse pour pouvoir faire avancer votre projet. Donc, nous allons vous envoyer en groupe à nouveau. Le Zoom va créer de nouveaux groupes. Alors, peut-être allez-vous avoir des personnes en commun. Peut-être que vous serez dans un groupe complètement nouveau. Et vous allez avoir ce temps pour échanger ensemble. Là aussi, vous allez avoir un deuxième espace dans le document commun pour pouvoir partager toutes vos prises de conscience et vos avancées. Et ce document, vous aurez le lien après. Vous allez pouvoir garder le lien de manière à ce que vous ayez toute la richesse en fait de toutes les prises de conscience et de toutes les avancées, de toutes les propositions de tous les groupes. Donc, nous vous renvoyons en sous-groupe, voilà, qui vont être créés automatiquement. Et je vous souhaite un bel échange et à tout à l'heure. Bon retour parmi nous. Voilà. J'ai été coupée, c'est terrifiant. Parce que c'est tellement passionnant. Ah oui, c'est un peu exactement. frustrant. Mais alors justement, même petit travail de la conversation, quelle prise de conscience principale vous pouvez être dans la conversation du ça te peut-être finir ce que tu étais en train de dire. Par rapport à ce deuxième temps d'échange, quelle est votre voilà. prise de conscience principale? Si vous voulez bien vous prêter à ce petit jeu qui permet d'échanger en quelques mots votre prise de conscience principale, les autres peuvent nous aider à trouver des solutions. Bah oui, ça c'est superbe. C'est la force du collectif. Alors, je vois que Julie voudrait la suite de quelque chose qui a dû être échangé en Challenge sous-groupe. Sport Santé, qui est une initiative d'un collectif Michelin. N'hésitez pas, dans le document de partage, là, vous pouvez mettre vos coordonnées respectives, comme ça, pour vous remettre en lien après, si vous avez envie de continuer à échanger et d'avancer ensemble, c'est aussi l'occasion. Donc. Alors, vos prises de conscience. Votre prise de conscience principale. Sur le sujet du « et moi », de quoi est-ce que j'ai besoin? Je propose plutôt que l'écrire. Je voulais parler, je sais pas, je voulais rebondir tout à l'heure sur ce que vous évoquiez parce que je pense qu'oser, c'est super important. Je crois que c'était Valérie qui avait positionné une remarque. Et ce que j'ai évoqué dans notre sous-groupe, je pense qu'il faut aussi trouver des alliés et pas rester seul. C'est-à-dire, effectivement, à un instant T, on va discuter avec quelqu'un qui va pas du tout être ouvert et qui va, comme disait aussi Julie, dire « Ah bah tiens, c'est l'écolo de service ». Et ben c'est pas grave. En ce moment-là, on passe à quelque chose d'autre, on va voir d'autres gens et on essaie petit à petit de trouver des gens qui ont les mêmes convictions, qui ont envie de pousser parce que c'est encore un effet réseau. C'est ce qui va faire des petites boules de neige ou des petites graines qui vont pousser. Donc, je pense que c'est vrai qu'il faut être patient. Donc, je sais que pour les jeunes, c'est compliqué parce que la planète, elle n'a pas le temps d'attendre.
N'empêche que, oui, je sais, Soélie, c'est ma fille, donc voilà, je suis sa maman, donc vous le saurez. On arrive à embarquer en dehors de l'entreprise. Mais pour autant, même les vieux ont des idées pour avancer. Mais bien sûr. Et je pense que voilà, toutes nos petites graines, ben, peut-être qu'elles ne font pas suffisamment vite, mais n'empêche que. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à un no-go, à un instant T. Il faut aller taper à d'autres portes, il faut essayer de se trouver des gens. Voilà, et j'ai mis dans le chat, je pense que vous l'avez tous vu, peut-être, je crois que c'était pour tout le monde. Si vous ne connaissez pas, moi, j'essaie de pousser dans mon entreprise MPP, ma petite planète. Et ça peut être aussi voilà, quelque chose d'intéressant. Donc voilà, ce que je voulais rebondir oralement, pour moi, c'est ça que j'en ressors. Effectivement, il ne faut pas rester seul. C'est ce que tu as mis. Il faut parler, il faut trouver des forces. C'est comme pour la diversité, il faut faire du cross-entreprise, du cross-réseau, et ça, c'est top. Et effectivement, si on peut mettre nos adresses email pour partager. Ouais. Allez-y. Et après, nous sommes là pour ça. Nous organisons des webinaires de manière très régulière, vraiment dédiés à vous faire travailler ensemble pour trouver des solutions. Et Maud nous dit « Oser, persévérer, parler et recommencer ». Oui, et moi, j'avais envie de vous partager quelque chose qui est essentiel dans le chemin dans lequel vous vous êtes lancé. C'est la notion du non-jugement. Le non-jugement, qu'est-ce que c'est ? Alors souvent, quand on dit non-jugement, on pense à, oui, alors ne pas juger les autres, ne pas juger une situation, ne pas juger, oui. Et, je vous invite à mettre un grand « et », c'est ça, bien entendu, et ne pas préjuger que telle personne dans l'entreprise ne pourra pas entendre ce que j'ai envie de lui dire, ne pourra pas évoluer, n'est pas intéressé par le sujet, parce que vous ne le savez jamais tant que vous n'avez pas vraiment essayé en y allant, en partant de vous et avec le cœur et en respectant le seuil de tolérance de l'autre, bien entendu, et le non-jugement par rapport à nous-mêmes. Le nombre de fois où nous n'essayons même pas parce que nous nous disons non mais c'est pas la peine et j'y arriverai jamais, et voilà. Donc je vous invite vraiment à faire entrer le non-jugement dans votre vie, à travailler le non-jugement parce que c'est pas évident, ça s'apprend. C'est que de la qualité à la clé pour vous, pour les autres, et sur le chemin dans lequel vous vous êtes lancé, c'est essentiel. Ça permet de pas tout balayer d'un coup, de pas tout arrêter et de continuer à avancer. Carole, oui. Et effectivement, c'est très vrai ce que tu dis. Et parfois, le non-jugement, c'est le non-jugement. Même si vous avez déjà essayé quelque chose auprès de quelqu'un qui vous a dit non un jour, c'est pas pour ça que le mois suivant, il vous dira non de la même façon. Exactement, donc, bien entendu. Le non-jugement aussi dans le temps. Exactement. Et donc, sur la base du non-jugement et par rapport à vos prises de conscience, là, sur oser, persévérer, parler, recommencer, nous vous invitons à prendre 2 minutes chacun et chacune. Alors, c'est individuel cette fois-ci. Vous pouvez, si vous en avez envie pour partager cette richesse, continuer. Il y a un 3e espace dans le document. Et vraiment, donc là, pour vous, concrètement, sur la base de tout ce que vous avez entendu ce soir, sur la base de tous les échanges, sur la base de toutes vos prises de conscience, concrètement, comment est-ce que vous agissez dès demain par rapport à cette prise de conscience de ce dont j'ai besoin ou ce qui était plus difficile pour moi de faire pour l'instant, c'est ça. Comment est-ce que vous agissez et quelle sera votre première action demain matin ? Puisque là, vous êtes en plein dedans, dans l'élan, dans l'énergie, donc c'est important de garder et de profiter de cette énergie. Et puis pour vous aider, quelques petites questions là qui sont... quelles sont, et qui ont déjà été mentionnées, quelles sont les personnes ressources, les personnes les plus ouvertes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour vous aider? Quels sont les projets déjà existants ou en train de se créer dans l'organisation dans laquelle vous êtes, où vous sentez que c'est vraiment, c'est là où c'est ceux qui se prêtent le plus pour expérimenter, pour amorcer le changement que vous avez envie d'impulser dans votre organisation? Et voilà, quels moyens est-ce que vous vous donnez et quelle est la première chose que vous faites sur ce chemin demain matin ou ce soir même?
On t'entend pas, Gwenola. Merci. J'étais en train de vous dire qu'en regardant le document, parce que certains d'entre vous écrivent dans le document, ce qui est super, c'est que vous êtes déjà en train de vous soutenir et de vous valoriser. Et effectivement, tout à l'heure, il y a eu une prise de conscience qui disait « nous ne sommes pas seuls ». Non, non, vous n'êtes pas seuls et nous sommes nombreux. Et vous êtes nombreux, beaucoup plus nombreux que ce que vous pensez dans les organisations dans lesquelles vous êtes. Bon, ben, je vous propose maintenant, profitons du fait que nous sommes en petit comité ce soir hein, pour, si vous avez encore des questions que vous voudriez poser à nos témoins de ce soir, c'est le moment. Je peux peut-être lancer par une question qui avait été posée dans le chat, mais qui n'a pas été répondue, qui était une question de François pour savoir quel est l'outil éventuel que vous utilisez pour gérer les projets des collectifs, les rendre visibles et partager les bonnes pratiques. Est-ce que vous utilisez des outils particuliers existants en interne chez Michelin ou chez Accenture? Je laisserai à Serre compléter, mais on n'a pas d'outils autres que les outils Office. On utilise Excel pour faire nos suivis d'initiatives, on utilise PowerPoint. On n'a pas d'outils particuliers. Je ne pense pas à un outil. D'outils de partage, Teams, par exemple, Teams. outils communautaires pour pouvoir partager ou pour suivre les projets, non? Non, pas particulièrement. Non? Okay. On utilise les Teams hein, dans des. D'accord. On a une communauté qu'on a créée, mais puis on vient s'initier dans quelques newsletters. Carole, tu avais quelque chose à ajouter? Non? Parce que sinon, je vois que Valérie a une question. Voilà. Oui, j'ai une petite question. Moi, je travaille pour une structure américaine, une grosse structure américaine qui a une entité à Paris. Et ce que je disais en sous-groupe tout à l'heure, c'est que j'ai la chance qu'on ait pu monter un petit comité, Green Committee, à quelques salariés. On est motivés, on essaye de faire bouger les choses. C'est un peu compliqué, mais enfin, on essaye. Et quand j'évoque ça auprès de ma direction à New York, puisque je fais partie du COMEX ici à Paris, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même planète. Quand je leur parle de notre bâtiment et qui est une passoire thermique, on me répond climatisation, il fait trop chaud l'été. Donc, je voulais savoir, et je pense particulièrement à Carole Davis-Filler qui appartient à un gros groupe, si elle a vécu ça, et comment est-ce qu'on arrive à faire passer ce cap-là, et se comprendre. Non, mais déjà, je pense qu'il y a un fossé entre l'Europe et l'Amérique du Nord en termes de niveau de maturité de la société, de la réglementation, de l'envie, des grandes entreprises, etc. Mais franchement, moi, je plains de tout cœur mes collègues aux US parce que pour l'instant, ils prêchent dans le désert, en fait. Il y a vraiment un fossé énorme. Et ça part de la tête de l'État hein, quand on voit Biden dont on espérait beaucoup qu'il allait tenir la barre des actions climat, en fait il n'a pas prise et on a beau mettre plein encore de défauts sur l'Europe, il y a quand même une envie, donc malheureusement ça c'est compliqué, mais à part dire qu'à force de continuer, de voir l'intérêt, de montrer comment si l'Europe bouge, ça va bien, à un moment tout le monde va bouger, même la Chine bouge, donc à un moment voilà.
montrer les intérêts. Voilà. Alors, je pense que ça, à part ça. Si je peux poursuivre donc, du coup dans ma question, et c'est pareil, ça t'a paru dans un sous-groupe, on a utilisé le terme de légitimité. Moi, je suis DAF, donc j'ai aucune compétence technique. J'ai une folle envie que les choses bougent. J'ai aussi des enfants, etc. Et j'ai l'impression que, alors c'est peut-être un complexe personnel, mais qu'on n'est pas légitime, on n'a pas le bon diplôme, on n'y connaît rien. Mais qui tu es, toi, pour nous parler de ça? Voilà. Alors, moi, franchement, DAF, il y a énormément de choses à faire. Hein. COP26, toutes les nouvelles normes, là, IFRS, machin, ils sont en train de faire IFSS. Donc, toutes les... enfin, pour le coup, le directeur financier, maintenant, je dirais, c'est limite une obligation professionnelle de devoir se former. Je pense que tu peux y aller en disant tout le monde est en train de bouger et les normes vont bouger et les référentiels sont en train de bouger. Donc, du coup, moi, en tant que DAF, il faut que je me forme. Mon expérience, c'est que le premier qui s'intéresse et qui commence à lire, moi, j'ai commencé à lire, c'est ce que je partageais sur le numérique, hein, c'est pour ça que je vous ai mis l'Institut du numérique responsable, One Sector Foundation. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux lire, hein? J'ai fouillé des trucs, j'ai lu le bouquin de Guillaume Pitron, je suis allée écouter Jean Covici, évidemment, et puis après, sur le numérique, plus particulièrement, j'ai demandé de me faire former à l'éco-conception des services numériques. Ça m'a pris 2 jours, mais j'ai gagné en légitimité le fait que personne n'avait fait. Il n'y avait que moi qui l'avais fait. Donc, il ne suffit pas énormément d'investissement pour tout d'un coup être plus percutant parce que tu as envie, je veux dire, et un tout petit peu de longueur d'avance de connaissances. Okay. Et surtout, si je peux rajouter un point, déjà, chouette nom de famille. Et non, surtout, on parle de transition 3P avec forcément planète, people, mais il y a aussi le profit. Et tout ce qui concerne les métiers dans la finance, vous allez être inclus. Donc, il va falloir forcément aussi avoir des personnes qui s'y intéressent et qui sont moteurs pour faire avancer. Donc, si toi, ça t'intéresse, effectivement, comme le disait Carole, tu peux trouver des formations sur des demi-journées ou même juste lire tout ce qui est sur Bon Pote, toutes les choses en ligne. Et tu seras légitime tout court, mais tu es déjà légitime en fait pour agir. Et moi, ce que j'avais envie d'ajouter, c'est qu'effectivement, je pense qu'en étant DAF, il y a des clés d'entrée qui sont en train vraiment de même réglementer, qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est une super bonne entrée. Et si aujourd'hui, il n'y a pas le awareness, la prise de conscience et tout ça, vraiment, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Peut-être ne pas s'adresser en face au comité au comité exécutif ou au siège en se sentant filiale, mais vraiment vous adresser à eux en tant que personne et leur dire voilà, donc, professionnellement voilà, et au fait, et vous, et à titre personnel, surtout que les États-Unis et le Canada là, ils sont quand même sérieusement touchés avec des choses extrêmement concrètes qui se passent sur leur continent et qui les touchent. Donc, n'oubliez jamais, vraiment, c'est quelque chose d'hyper important, que oui, il y a une fonction, mais avant tout, il y a d'abord et surtout un être humain qui est derrière. Et au moment où vous sentez, et la question de la légitimité, elle est, qui suis-je moi en tant que fonction pour m'adresser à telle fonction? À la seconde où vous parlez d'être humain à être humain, en fait, la question ne se pose même plus. Parce que vous parlez de vous et vous vous adressez en face à quelqu'un qui a des enfants ou pas, mais qui a un conjoint ou pas, et qui a des parents quoi qu'il arrive, et qui a des neveux, des nièces, qui fait partie d'une grande famille et qui ne peut pas continuer à faire comme ça. Donc, je vous invite vraiment à sortir de fonction à fonction et d'ouvrir, parce que c'est en ouvrant que vous allez trouver les mots spontanés, en fait, pour pouvoir eux-mêmes les toucher à leur tour, ou en tout cas ne pas rester devant une porte fermée. Et pour rajouter un point aussi, avec la CER, on suit une formation qui est faite par AXA, qui s'appelle la Climate School. Et il y a une partie entière sur la partie finance. En fait, c'est vraiment écrit, si vous travaillez en finance, après, il y a toute une formation. Et il mentionne le fait que déjà, on travaille tous ensemble, donc il faut qu'on avance tous ensemble, mais surtout que la partie finance, elle va avoir besoin de quantifier l'impact que ne rien faire va avoir ou l'impact que agir va avoir. Et ces choses-là vont devoir être prises en compte aussi par l'entreprise. Donc, vous êtes aussi au cœur de tout ce qui se passe. Et franchement, je recommande cette formation.
Et pour conclure cette soirée, est-ce que nous avions envie de vous demander de nous partager, peut-être dans le chat, sinon nous serons un petit peu en retard. Mais voilà, de nous partager ce avec quoi vous repartez après cette soirée passée ensemble, en termes de prise de conscience, voilà, avec quoi est-ce que vous repartez ce soir de toutes ces informations, tous ces échanges, toutes ces prises de conscience? Plein d'énergie et des idées. Motivation pour continuer. De la confiance. Je ne suis pas seule, oui. Je prendrai 1 minute après pour vous expliquer comment concrètement vous êtes de moins en moins seul. Envie de se retrouver dans 6 mois ou moins pour voir l'évolution, oui. Mais on va même vous donner l'opportunité de vous retrouver avant. Exactement. Vous avez gagné de la légitimité et de la motivation reboostée. Écoutez, merci beaucoup à tous pour ce soir. Un très, très grand merci à Soélie, Aster et Carole dans l'ordre dans lequel vous apparaissez sur mon écran. Et moi, je voulais juste vous dire que nous organisons tous les mois à peu près un webinaire qui s'appelle Concrétiser et qui est vraiment dédié à vous et là où vous en êtes. Alors, Florian Poco, qui est là, a déjà participé à ces webinaires et qui l'ont aidé à avancer en fait pour concrétiser des choses dans son organisation. Donc, je vous invite vraiment à venir vous recharger à la fois en énergie, à découvrir des nouvelles personnes qui sont toujours toutes ouvertes et hyper sympathiques et nous passons vraiment des bons moments ensemble et surtout, vous repartez donc avec de l'énergie et avec des idées et des propositions extrêmement concrètes pour vous aider à aller plus loin par rapport à là où vous en êtes, où que vous en soyez où je n'ai pas encore osé parler et créer mon collectif à comment je fais pour intégrer le comité de direction, comment est-ce que je fais pour que ça ne soit plus uniquement sur mon temps personnel, mais aussi intégré dans mon temps de travail. Voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons de manière très concrète et vous repartez avec de l'énergie, de la motivation et des propositions extrêmement concrètes. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et encore une fois, merci vraiment infiniment toutes les trois pour votre temps, vos partages, vos avancées déjà, tout ce que vous avez déjà concrétisé et contribué à concrétiser et d'avoir choisi, parce que c'est aussi une question de priorité, de venir avec nous ce soir. Et je ne sais pas si vous avez envie de nous dire un petit mot avant que nous nous quittions, toutes les trois, enfin, chacune de vous trois d'ailleurs. Déjà, moi, j'ai envie de vous remercier, Gwenola et Caroline, pour l'invitation, pour l'organisation. Bravo pour votre engagement bénévole au sein d'Alumni for the Planet et bravo à toute l'équipe. Je trouve ça top ce que vous faites. Voilà, merci. Oui, pareil, vraiment bravo et merci pour l'invitation. Et ouais, c'est vraiment chouette. Franchement, pleine d'énergie. Merci beaucoup. Merci. Je vais répéter, mais vraiment un grand merci. Et je trouve que c'est hyper enrichissant de voir aussi ce qui se fait dans d'autres entreprises, d'écouter avec les personnes avec qui on a échangé, aussi avec Carole, de voir ce qui se fait. C'est top. Eh bien, écoutez, merci beaucoup merci à vous. pour votre engagement, vos avancées, cette soirée tous ensemble. Et nous vous souhaitons plein de concrétisation et à très bientôt. Bonne soirée. À très bientôt.